Amis des contes, bonjour à vous. Si vous pensez connaître le Petit Chaperon Rouge, vous connaissez probablement la version la plus édulcorée de son histoire. Celle qu'on raconte aux enfants, celle qui finit bien, celle qui rassure. Mais à l'origine, ce conte n'était ni doux, ni rassurant, ni même vraiment destiné aux enfants. Et c'est là que c'est passionnant. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un de ces contes qu'on croit connaître, alors qu'on connaît surtout une version stabilisée, une sorte de best-of qui a gagné la bataille de l'école, des albums jeunesse et des dessins animés. Or, quand on creuse, on découvre un récit qui parle de contrôle social, de danger relationnel, de sexualité implicite et même d'une question très actuelle. Comment on apprend à quelqu'un à se protéger sans lui apprendre à se méfier de tout. Bref, ce conte, c'est un mini laboratoire de société. Dans la version la plus connue aujourd'hui, une petite fille traverse la forêt pour aller voir Mamie, rencontre un loup, désobéit à sa mère et se retrouve dans la panade. Mamie est mangée, la petite est mangée, un chasseur arrive, les sauve et tout se termine bien. Bref, une histoire qui ressemble à un conte moral pour enfants. Sauf que ce n'est pas comme ça que l'histoire commence. Et c'est important de le dire tout de suite. Même cette version connue est déjà une construction. Elle mélange des éléments qu'on associe automatiquement au conte. La cape rouge, la forêt, Mamie, des grandes dents et surtout le sauvetage. Sauf que ce sauvetage, historiquement, n'est pas naturel. C'est une réponse culturelle. Une manière de rendre l'histoire racontable à des enfants sans déclencher une mutinerie familiale au moment du coucher. Avant d'être un texte, Le Petit Chaperon Rouge est une histoire orale. Elle circule de bouche à oreille, dans les campagnes, dans les familles, racontée surtout, et je vous le donne en mille, aux jeunes filles, évidemment. Et dans beaucoup de ces versions anciennes, il n'y a pas de chasseur, pas de sauvetage, parfois même pas de fin. Comme si la responsabilité était laissée à celui qui écoute. Alors niveau pédagogie, on n'est pas au summum, je vous le concède. Conte oral, ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire que l'histoire n'est pas figée. On la raccourcit, on la rallonge, on change des détails, on appuie sur certains passages selon le public et le moment. Et surtout, on ne raconte pas ça n'importe quand. Dans la veillée, il y a un mélange très particulier entre divertissement et avertissement. C'est un outil social, ça parle du monde tel qu'il est, parfois brutal, mais en utilisant le masque de la fiction. Et les folkloristes, c'est-à-dire les chercheurs qui collectent, comparent et étudient les récits populaires transmis oralement, ont remarqué qu'il existe des familles d'histoires. Le Petit Chaperon Rouge est rattaché à un type de conte. Ça consiste en quoi? Simple. Une jeune fille, une enfant, un trajet, un prédateur qui obtient des informations, puis un piège. Ce détail est précieux parce qu'il montre qu'on n'est pas face à une œuvre unique, on est face à une structure narrative qui voyage et se recode. À l'origine, le conte ne sert pas à endormir les enfants, il sert à prévenir. Prévenir d'un danger réel, social, humain. Ok, avec des poils et des crocs ici, mais vous aurez compris le parallèle. Mais oui, parce que le loup, dans le conte, n'est pas un monstre fantastique avec trois têtes et avec des flammes qui lui sortent des trous de nez. Non, c'est juste un prédateur qui parle, qui persuade, qui détourne, et surtout, qui ne crie pas. Et oui, on est loin de la bête sanguinaire qui vous saute sur le paletot au passage. Et c'est là que le conte devient presque gênant de modernité. Parce que le loup ne gagne pas par la force, il gagne par la conversation. Il commence par une question simple, puis une autre, il récolte une info, puis une deuxième. Où vas-tu? Chez qui? Par quel chemin? Et aujourd'hui, on appellerait ça de l'ingénierie sociale. Pas besoin d'une arme quand tu peux obtenir les infos et te positionner avant la victime. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un pour lui nuire. Il suffit parfois de poser les bonnes questions au bon moment. Des informations qui paraissent anodines, mais qui permettent à quelqu'un de préparer le terrain. Le loup ne force rien, il ne menace pas, il s'informe. Il installe une situation où la fillette va se retrouver seule, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une mécanique très simple, et c'est précisément pour ça qu'elle est efficace. Le conte n'apprend pas seulement à se méfier de la violence, il apprend à se méfier des conversations qui récoltent plus qu'elles ne donnent. Le conte t'entraîne à repérer le moment où une discussion gentille et sympatoche bascule en collecte d'informations. Le Petit Chaperon Rouge, ce n'est pas seulement une enfant. C'est aussi une figure de passage entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'innocence et l'expérience, entre l'espace familier et l'espace dangereux. La forêt n'est pas là par hasard, c'est un lieu de perte de repères, un lieu où les règles habituelles ne s'appliquent plus. Et dans certaines versions anciennes, le conte évoque très clairement la sexualité, la transgression et la responsabilité individuelle. Le conte fonctionne comme une histoire de seuil. Tu quittes un monde,
Tu traverses une zone d'incertitude et tu reviens changer ou tu ne reviens pas. La forêt est un symbole parfait parce que même si tu n'as jamais mis les pieds dans une forêt, tu comprends l'idée. Endroit où on se perd, où on n'a plus de contrôle, où l'on peut se faire surprendre. Et c'est aussi pour ça que les symboles rouge, chemin, maison reviennent autant dans les analyses. Ce sont des balises de transformation. Ce conte raconte la transition et la manière dont la société surveille cette transition. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une version du Petit Chaperon Rouge. Il en existe des dizaines. Certaines parlent d'aiguilles et d'épingles, pourquoi pas. D'autres de repas interdits, genre c'est la petite qui déguste mamie. Oui, il y en a des bien trash, je ne vous le cache pas. Certaines sauvent la petite, d'autres non. Ce que ces versions ont en commun, ce n'est pas l'histoire, c'est la fonction. Dire « fais attention à qui tu écoutes ». Fais attention à ce qui te détourne du chemin. Je vais revenir sur cette version avec des aiguilles et des épingles. Dans certaines versions françaises, l'enfant doit choisir entre deux objets. L'aiguille, un objet qui sert à coudre, réparer, on entre dans des activités d'adultes, ou l'épingle, un objet qui embellit, qui orne, qui permet d'être plus joli, présentable. Autrement dit, le conte encode un passage social, pas seulement une balade. Quand on parle de passage social, ça veut dire une chose très précise. Le conte ne raconte pas simplement le trajet d'une enfant dans la forêt, il raconte un moment où la société change son regard sur elle. Avant le départ, elle est une enfant protégée, encadrée, relativement invisible. Après la traversée, elle entre dans un espace où on attend d'elle qu'elle se débrouille, qu'elle comprenne les règles implicites, qu'elle sache reconnaître le danger par elle-même. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ce type de récit sert à préparer un changement de statut. Le moment où on n'est plus tout à fait un enfant, mais pas encore un adulte. La forêt n'est donc pas un décor neutre, c'est l'espace symbolique de ce passage. On quitte le cadre familial, on affronte l'extérieur et on en ressort transformé ou pas. Autrement dit, le conte ne demande pas seulement « sais-tu marcher seul ?», il demande « sais-tu lire le monde ?» Alors revenons sur les repas interdits. Il existe des versions orales où l'enfant arrive chez la grand-mère et se voit proposer un repas qui transforme la scène en transgression, en piège domestique. Le danger n'est plus dehors dans la forêt, il est dans la maison, au cœur de l'intime. Ça déplace totalement le frisson. Ça n'est plus la bête sauvage, c'est l'intrusion dans le foyer. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, il faut oublier un instant l'image du loup qui surgit dans la forêt. Dans plusieurs versions orales très anciennes, notamment des versions françaises et alpines, regroupées sous le nom de « conte de la grand-mère », le danger ne prend pas la forme d'une attaque immédiate. L'enfant arrive à la maison, elle est accueillie, on lui parle gentiment, on lui propose de manger et ce repas est souvent décrit comme interdit, ambigu ou troublant. Parfois il est suggéré, plus ou moins explicitement, que la nourriture, c'est mamie. On n'est plus du tout dans la scène classique du conte pour enfants, on est dans quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Le piège n'est plus tendu dehors, il est tendu dans l'espace, censé être le plus sûr. C'est une inversion complète du schéma habituel. La forêt, on s'en méfie, la maison, non. Et c'est précisément là que le conte frappe fort. Il dit que le danger peut se cacher là où on ne l'attend pas, dans la routine, dans l'hospitalité, dans le quotidien. Autrement dit, le danger n'est plus spectaculaire, il devient banal. Et dans certaines de ces variantes, l'histoire ne se termine pas par une punition. L'enfant remarque quelque chose qui cloche. La voix n'est pas la bonne, les gestes sont étranges, les réponses ne collent pas. Elle observe, elle déduit, elle comprend, et elle s'en sort. Ce point est essentiel parce qu'il montre que toutes les versions du Petit Chaperon Rouge ne racontent pas la même morale. Certaines disent « obéis, sinon tu seras puni », d'autres disent « fais attention, observe, apprends à lire les signes ». Et cette différence change tout. On passe d'un conte qui exige une forme de soumission, d'obéissance un peu aveugle, à un conte qui encourage la lucidité, en gros d'avoir de la jugeote et surtout de la développer. Quand Charles Perrault fixe le conte par écrit, à la fin du XVIIe siècle, il fait un choix très clair. Il garde le danger, il garde le loup, mais il enlève toute ambiguïté. La petite, elle est mangée, pas de reste, une assiette clean, fin. Et Perrault ajoute une morale très explicite, un avertissement un peu plus costaud que ne parle pas aux inconnus. Là encore, pédagogiquement, c'est un peu raide. Mais au moins, le message est clair. Chez Perrault, la moralité n'est pas un petit bonus, c'est le projet. Il dit en substance, attention, il existe des loups gentils, polis, bien élevés, et ce sont souvent les plus dangereux.
Donc Perrault ne raconte pas une mésaventure, il pointe une réalité sociale. Le prédateur peut être charmant, respectable, intégré, et c'est précisément ce qui rend l'histoire utile. Et un peu plus flippante. C'est là qu'on peut faire un pont très simple vers aujourd'hui. Le conte décrit un danger qui n'a pas besoin de violence immédiate. Il a besoin de proximité, de conversation, d'un petit détour, d'un petit secret, d'une confiance installée. On peut aisément y voir la grammaire de l'emprise. Bon, ce n'est pas le sujet là-dedans, donc je vais continuer, mais voilà, vous êtes prévenus. Au XIXe siècle, les frères Grimm reprennent le conte. Et là, tout change. Un chasseur apparaît, mamie, elle est sauvée, la petite aussi. Les deux ressortent du ventre, brushing en place, le mal est puni, l'adulte a sauvé le coup. L'ordre est rétabli, c'est pas beau. C'est la version que beaucoup d'entre nous connaissent. Celle où les parents peuvent enfin dormir tranquille et pas être réveillés en pleine nuit par Junior qui pleure avec des draps à mettre dans la machine à laver. Peu à peu, le récit devient un conte éducatif, puis un conte pour enfants. Mais le cœur du message, lui, reste là. Et on va y revenir. La grande invention des Grimm, c'est la réparation. On introduit une figure d'autorité qui remet l'histoire d'équerre. Le monde redevient compréhensible, le mal est puni, le bien est sauvé, la larmichette qui coule, tout y va bene. Et dans certaines éditions, il y a même un redoublement. Le petit chaperon rouge retombe sur un loup. Mais cette fois, la petite, elle a bien retenu la leçon. Et le loup, il s'en prend une bonne. Ça transforme le conte. On n'est plus dans la tragédie, on est dans l'apprentissage. Donc sans même s'en rendre compte, on passe de Perrault, le danger existe, parfois tu ne reviens pas, à Grimm, si tu suis les règles, un adulte ou une solution finira par réparer. C'est pas la même vision du monde. Et ça explique pourquoi les deux versions ne produisent pas du tout la même émotion. Si on regarde l'ensemble des versions, le petit chaperon rouge parle moins de loup que de relations, de confiance, de manipulation, de passages dangereux. Et surtout, il montre une chose essentielle, le message à entendre. Le danger ne se présente pas toujours comme tel, genre le gros monstre baveux qui vous croque les mollets. Non, le danger, dans ce cas, parle doucement. Il rassure. Il propose des détours, on ne le sent pas venir, et c'est de ça dont il s'agit. Le conte est là pour que ceux qui les écoutent soient prévenus. Si ce conte a traversé les siècles, ce n'est pas malgré sa noirceur, mais grâce à sa force symbolique. Maintenant, si on veut comprendre pourquoi cette histoire colle à la peau de notre imaginaire, il faut regarder ses symboles. Pas pour faire une dissertation, mais parce que les symboles sont des raccourcis émotionnels. Le rouge. Le rouge, c'est ce qui se voit. C'est un gyrophare narratif. On repère la fillette au milieu du décor. Mais le rouge, ce n'est pas seulement ce qui se voit. Le rouge, c'est aussi la couleur du sang. Et donc très vite une couleur qui colle au corps. Blessure, violence, mais aussi puberté. Première règle, et plus largement, l'entrée dans l'âge où le désir et le danger deviennent indissociables. Le petit chaperon rouge, c'est une enfant qui entre dans la puberté. Avant même de parler, avant même d'agir, son corps annonce quelque chose. Le rouge devient alors un signal social. Dans de nombreuses cultures, il marque la transition. Le passage de l'enfance à un nouveau statut où le regard des autres change. Elle n'est plus invisible, elle est lisible. Et être lisible, c'est être exposé. Le rouge, c'est aussi la passion, le désir, la chaleur, mais aussi la violence, la morsure et tout ce qui va avec. Le conte nous dit quelque chose de brutal. Ce n'est pas la forêt qui met l'enfant en danger, c'est le moment où elle devient repérable. Le loup ne la suit pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle est signalée. On en arrive au chaperon, le vêtement. Eh ben cette petite, elle n'a pas de prénom. Elle est réduite à un accessoire. Niveau symbole, ça se pose là quand même. Ça ressemble à une identité assignée, imposée. Tu es ce que tu portes, ce que tu représentes, ce que les autres lisent sur toi. Pas besoin de s'étendre là-dessus, je pense que c'est assez clair. Passons à la suite et notamment au chemin. Le chemin, c'est l'instruction simple. Va tout droit. Mais c'est aussi un test. Est-ce que tu tiens une règle quand quelqu'un te propose un détour agréable? Le conte devient alors un simulateur de manipulation. Pas besoin de t'arracher du chemin, il suffit de te donner une bonne raison de le quitter. Un petit blabla qui te donne envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Pour le reste, que ce soit le panier, bon en gros la mission qu'elle a en le livrant à mamie, ou la maison de mamie, les messages sont que le danger peut frapper même quand tu obéis et qu'il peut arriver même dans un lieu refuge. En gros, partout. Et là on touche un point sensible, la culpabilisation. Le conte est très souvent entendu comme si elle n'avait pas parlé, rien ne serait arrivé.
Autrement dit, la faute glisse vers la victime. C'est un vieux mécanisme social, au lieu de regarder le prédateur, on inspecte le comportement de la proie. Et ça résonne fort aujourd'hui parce que c'est exactement le type de comportement et de raisonnement que nos sociétés ont mis des siècles à déconstruire, et qu'on entend encore trop souvent. Et maintenant, le grand détour, le monde. Ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve une structure proche ailleurs, mais avec des réponses culturelles différentes. En Chine et en Asie de l'Est, on trouve des récits proches où le prédateur se fait passer pour une grand-mère, mais sous la forme d'un tigre ou d'un esprit. Là, l'enfant ou les enfants sont souvent plus actifs. Ils testent, observent, piègent le prédateur. La morale ressemble moins à obéis qu'à apprend à vérifier. Dans d'autres traditions, le prédateur peut être une hyène, un ogre, un esprit des bois. Et très souvent, la survie passe par la ruse ou par l'aide de la communauté. C'est passionnant parce que ça déplace la responsabilité. Au lieu d'individualiser la faute, certaines versions insistent sur la vigilance collective et l'entraide. Conclusion rapide de ce tour du monde, le conte ne parle pas d'un loup, il parle d'un risque universel. Rencontrer quelqu'un qui utilise la parole pour te faire ce que tu n'aurais jamais fait en temps normal. Et c'est pour ça que cette histoire se recode si bien d'une culture à l'autre. Si l'on met bout à bout toutes ces variantes, quelque chose devient clair. Le danger du petit chaperon rouge n'est jamais exactement là où on l'attend. Il ne réside pas seulement dans la forêt, ni uniquement dans le loup, il circule, il se déplace, il s'adapte aux lieux, aux règles, au moment de la vie. Parfois, il prend la forme d'un chemin qu'on ne devrait pas quitter. Parfois, celle d'une maison qui n'est plus sûre, parfois celle d'un repas, d'un regard, d'un détail qui cloche. Et c'est peut-être là que ce conte reste profondément actuel. Il ne raconte pas une menace exceptionnelle, mais une menace ordinaire. Celle qui s'installe dans le familier, dans ce qui semble normal, dans ce qu'on ne questionne plus. Relire Le Petit Chaperon Rouge, ce n'est donc pas chercher une morale simple, c'est apprendre à reconnaître les signaux faibles, les déplacements du danger, et la manière dont une histoire ancienne nous entraîne, encore aujourd'hui, à regarder autrement que ce que nous pensons déjà connaître. Et c'est aussi pour ça qu'on continue à raconter cette histoire, même quand on l'adoucit, parce qu'elle touche à une question impossible. Comment apprendre à traverser le monde sans devenir parano? Comment transmettre la prudence sans transmettre la peur? Comment dire attention sans dire c'est de ta faute? Le petit chaperon rouge n'est pas confortable, mais il est efficace. Parce qu'il parle d'un danger qui ne se présente pas comme tel, un danger qui parle doucement. Alors, si ces questions, réflexions autour des contes vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel souvenir vous reste du petit chaperon rouge. Une image, une émotion, une scène, allez-y, lâchez-vous, et je vous répondrai. Merci à vous, et à très vite.